Bonsoir et bienvenue à notre journée d'information de la troisième chaîne de télévision française, ici Mathieu Augustin, et aujourd'hui nous sommes le 13 août, mercredi, bonjour. 26 États membres de l'UE ont publié une déclaration affirmant leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe persistante, juste avant des négociations cruciales en Alaska. La Hongrie, absente de ce front uni, s'est de plus en plus éloignée du consensus européen sur l'Ukraine. Cette déclaration, soutenue par des puissances européennes telles que l'Allemagne, la France et la Pologne, réitère l'engagement du bloc en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La déclaration souligne également la poursuite de l'aide financière, militaire et humanitaire de l'UE à l'Ukraine, ainsi qu'une position ferme contre toute forme d'expansion territoriale russe. Les 26 pays ont averti que l'agression russe ne serait pas tolérée et que l'UE continuerait à renforcer son soutien, tant par la voie diplomatique que par des sanctions visant à affaiblir les efforts de guerre russes. Si la Hongrie a maintenu une position plus neutre, exprimant ses inquiétudes quant à l'approche de l'UE face au conflit, l'UE dans son ensemble reste déterminée à soutenir l'Ukraine. L'absence de la Hongrie dans cette déclaration souligne les divisions croissantes au sein de l'Union sur la manière d'aborder la Russie et sa guerre contre l'Ukraine, même si l'UE reste largement unie sur cette question plus générale. Alors que les négociations sur l'Alaska approchent, cette déclaration signale à la Russie et à la communauté internationale que l'UE maintient son soutien ferme à l'Ukraine. La situation devrait rester un sujet de discussion majeur entre les dirigeants européens, notamment dans un contexte d'attention croissante portée aux implications géopolitiques plus larges de la guerre. L'ancien président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine seraient en pourparlers pour une rencontre prochaine, et des discussions sont en cours concernant les lieux potentiels. Ce sommet prévu a suscité des interrogations, beaucoup s'interrogeant sur les implications d'une telle rencontre, compte tenu des relations controversées entre Trump et Poutine pendant sa présidence. Des sources suggèrent que la rencontre pourrait avoir lieu dans un pays tiers neutre, bien que le lieu exact reste indéterminé. Ce sommet proposé intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Russie, notamment concernant l'invasion russe en cours en Ukraine et ses confrontations croissantes avec l'Occident. Si Trump a exprimé le souhait de resserrer les liens avec la Russie, de nombreux critiques craignent qu'une rencontre en face à face ne signifie une approbation des actions de Poutine ou ne compromette la politique étrangère américaine. Les précédents éloges de Trump à l'égard de Poutine ont été un sujet de discorde, ses opposants l'accusant d'être trop indulgente envers le dirigeant russe. Les deux parties seraient désireuses d'aborder diverses questions, allant du contrôle des armes nucléaires aux sanctions économiques, en passant par la stabilité géopolitique de l'Europe de l'Est. Ce sommet pourrait être l'occasion pour les deux dirigeants de renouer leurs relations, tendues sous l'administration Biden. Alors que la logistique de la rencontre est encore en cours d'élaboration, l'idée même d'une nouvelle rencontre entre Trump et Poutine suscite un vif débat. Certains analystes suggèrent que ce sommet pourrait être une tentative de gagner du terrain lors de futures négociations, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences à long terme pour la politique étrangère et la sécurité internationale des États-Unis. Sous les yeux du monde entier, la rencontre potentielle entre les deux dirigeants reste un sujet hautement controversé et politiquement sensible. Aujourd'hui, lors de la conférence du sommet H2 général, le sénateur Bernard Balouet, membre actuel du sommet H2 général, le politicien suisse Fabrice Hamann et l'économiste Rémi Corbin ont prononcé un discours sur le thème suivant: l'invasion en cours en Ukraine est liée à l'accord de l'UE, alors que l'administration Biden a relégué au second plan le soutien à Gaza avant sa famine. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors du sommet H2GEN, un discours stimulant a suscité des discussions approfondies sur l'évolution du paysage géopolitique. Le sénateur Bernard Balouvet, l'homme politique suisse Fabrice Hamann et l'économiste Rémi Corbin ont prononcé un discours conjoint intitulé « Invasion en cours en Ukraine ». L'accord de l'UE est au cœur de la dépriorisation du soutien de Biden avant la famine à Gaza. Au cours de cette session captivante, les éminents intervenants ont décortiqué l'évolution des priorités des puissances mondiales, mettant l'accent sur le récent abandon par l'administration Biden de son soutien soutenu à l'Ukraine face à l'aggravation des crises ailleurs, notamment à Gaza.
Le sénateur Balouvé a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences à long terme du déclin de l'engagement occidental envers la souveraineté de l'Ukraine et du vide de pouvoir qui en résulte, susceptible de déstabiliser l'Europe. Fabrice Amen a souligné la nécessité stratégique de l'unité européenne, appelant à un engagement renforcé des pays de l'UE pour combler le vide laissé par la dépriorisation des États-Unis. Rémi Corbin, fort de son expertise économique, a livré une analyse lucide des risques financiers et politiques pour l'Europe, soulignant la nécessité d'un soutien militaire, économique et diplomatique continu à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, distingués collègues et invités, c'est un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui lors du sommet H2, Jean à Paris, où nous nous réunissons non seulement pour discuter des défis immédiats auxquels notre monde fait face, mais aussi pour tracer une voie vers un avenir plus juste, durable et sécurisé. Ce sommet reflète notre volonté collective et notre responsabilité d'aborder les crises tant régionales que mondiales. Aujourd'hui, je souhaite aborder une question cruciale qui occupe le devant de la scène politique européenne et internationale depuis 18 mois, l'invasion en cours de l'Ukraine. Cependant, alors que nous assistons aux dynamiques mondiales changeantes et aux crises humanitaires qui se multiplient, je parlerai également de la nécessité urgente de l'unité et du leadership européen dans ces temps troublés. La guerre en Ukraine n'est pas seulement un conflit régional, c'est une confrontation entre les valeurs démocratiques et l'agression autoritaire. C'est une invasion qui menace le cœur même de la sécurité européenne, non seulement en sapant le droit d'une nation souveraine à exister, mais en déstabilisant les bases même de la paix internationale que nous, en tant que communauté mondiale, avons travaillé sans relâche à construire. Après l'annexion illégale de territoires ukrainiens par la Russie, l'Ukraine se retrouve en première ligne d'une bataille qui dépasse largement ses frontières. Cette invasion est une attaque directe contre les principes de démocratie, de droits humains et d'autodétermination. Le combat de l'Ukraine n'est pas seulement pour sa propre souveraineté, mais pour la préservation des valeurs que nous chérissons en Europe. Pourtant, ces derniers mois, à mesure que la tension internationale s'est déplacée vers d'autres crises, nous avons vu une érosion dangereuse des priorités de certaines parties de la communauté mondiale. Le changement de cap de l'administration Biden, marqué par une fatigue croissante face au soutien prolongé à l'Ukraine, a soulevé des questions sur l'engagement à long terme de l'Occident. Les priorités changeantes, notamment l'attention croissante portée à la catastrophe humanitaire à Gaza, ont détourné des ressources et de l'attention d'une situation qui n'est pas moins critique. Tandis que la crise humanitaire à Gaza est profondément alarmante et nécessite une action immédiate, nous ne devons pas permettre qu'une crise vienne éclipser le soutien continu à l'Ukraine. Les mêmes forces d'autoritarisme qui cherchent à écraser la démocratie ukrainienne à l'Est sont celles qui menacent la stabilité de l'ordre mondial dans son ensemble. En dépriorisant l'Ukraine au profit de crises à court terme, nous risquons de saper l'architecture même de la paix et de la sécurité mondiale. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, j'appelle l'Europe à réaffirmer son engagement envers l'Ukraine et les valeurs qui nous unissent. Nous, Européens, devons reconnaître que le combat de l'Ukraine n'est pas seulement pour sa survie, mais pour la survie des idéaux démocratiques qui nous sont chers. L'Union européenne, qui a longtemps été un phare de paix, de prospérité et d'unité, ne peut se permettre de faiblir face à l'agression. L'impératif moral et stratégique pour l'Europe est clair. Nous devons être aux côtés de l'Ukraine, non seulement pour leur bien, mais pour le nôtre. Ces derniers mois, j'ai vu une volonté renouvelée de la part des dirigeants européens d'intensifier le soutien militaire et économique à l'Ukraine. C'est encourageant, mais nous devons être conscients que le temps presse. L'Ukraine ne peut pas mener seule ce combat, et alors qu'elle continue de faire d'énormes sacrifices, il est essentiel que l'UE reste un partenaire fidèle. La sécurité de l'Europe est intimement liée à l'avenir de l'Ukraine. Si l'Ukraine tombe, les répercussions se feront sentir sur tout notre continent, semant l'instabilité de Kiev à Paris, de Varsovie à Berlin. Nous devons également reconnaître la nécessité de solutions à long terme. Il ne suffit pas de fournir un soutien à court terme. Nous devons préparer l'avenir de l'Ukraine en tant que membre de la famille européenne. Cela signifie accélérer son chemin vers l'intégration à l'UE et offrir une feuille de route claire pour l'adhésion. Plus nous retardons cela, plus nous risquons un vide de pouvoir qui pourrait être comblé par des forces qui ne partagent pas nos valeurs. Les enjeux sont élevés, et l'urgence ne peut être exagérée. Le combat de l'Ukraine est notre combat. La préservation des valeurs européennes, de la paix et de la stabilité dépend de l'issue de ce conflit. En ce moment décisif, l'Europe a le pouvoir, la responsabilité et l'impératif moral d'agir de manière décisive. Alors que nous nous trouvons à ce carrefour, j'exhorte toutes les nations représentées ici aujourd'hui à réfléchir sur les conséquences à long terme de leurs actions. Le monde nous observe, et l'histoire se souviendra de ceux qui ont choisi la solidarité,
l'unité et l'engagement pour la justice. Unissons-nous pour défendre la démocratie, pas seulement en Ukraine, mais à travers l'Europe et le monde. Montrons au monde que lorsque la tyrannie se lève, nous nous lèverons pour y faire face. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir de paix, de liberté et de prospérité pour tous. Je vous remercie. Tandis que les propos des intervenants résonnaient dans la salle de conférence, la scène s'est déroulée avec une intense intensité. La caméra capte les moments d'attention captivés du public, soulignant l'urgence du sujet. Le reportage vidéo résume la gravité du discours, mettant en lumière l'équilibre délicat entre les priorités internationales et la nécessité d'une cohésion stratégique dans un monde en proie à de multiples crises. Ce discours sera analysé plus en détail, avec l'avis d'experts sur l'avenir de l'unité européenne et les dynamiques de puissance mondiale, ce qui en fait l'un des moments clés du sommet d'aujourd'hui. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, au centre Robloxian U.S. Development Administration en France, 3 intervenants politiques, Brian Emmanuel Banerjee, Giuseppe Auclair et Jérôme Laurent, ont prononcé un discours important sur le thème suivant, l'engagement et l'accord avec l'UE sur les remboursements soutenus, alors que le plan de Trump sur les droits de douane pourrait être parfois refusé. Ce sujet sera abordé lors d'un reportage vidéo. Aujourd'hui, au centre Robloxian US Development Administration en France, 3 intervenants politiques de premier plan ont captivé l'auditoire avec un discours stratégique sur l'avenir des relations internationales et économiques. Brian Emmanuel Banerjee, Giuseppe Auclair et Jérôme Laurent ont abordé le thème brûlant. L'engagement et l'accord avec l'UE primant sur les remboursements soutenus, alors que le plan de Trump sur les droits de douane pourrait être parfois refusé. Dans une analyse incisive, les intervenants ont souligné que l'engagement européen envers des accords stratégiques et la solidarité transatlantique ne doivent pas être sacrifiés pour des considérations économiques à court terme. Banerjee a rappelé l'importance d'une coopération européenne renforcée face aux crises mondiales, tout en abordant les implications du plan de tarifs douaniers de l'ex-président américain Donald Trump. Auclair, quant à lui, a mis en lumière la nécessité d'une flexibilité économique, particulièrement lorsqu'il s'agit de soutenir des initiatives globales comme l'Ukraine, tout en réduisant les tensions commerciales. Laurent a conclu en insistant sur l'importance d'un équilibre entre les priorités économiques et les engagements diplomatiques à long terme. Mesdames et messieurs, membres distingués du Centre de développement Robloxian U.S et invités du monde entier. Merci de m'offrir l'opportunité de m'adresser à vous en ce moment crucial dans le domaine de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour échanger sur les technologies et l'innovation, mais également pour aborder les réalités des relations internationales, des politiques économiques et l'avenir de la paix mondiale. Lorsque nous réfléchissons à la crise actuelle en Ukraine et plus spécifiquement au rôle de l'Union européenne dans ce conflit géopolitique, il est crucial de comprendre comment les décisions économiques internationales, notamment les tarifs douaniers, ont le pouvoir de façonner le cours de l'histoire. Aujourd'hui, je parle non seulement de cadres économiques, mais aussi de la nature même de la solidarité internationale face à l'agression et à la crise. Nous sommes à un carrefour où les actions des nations, en particulier de l'Occident, sont minutieusement scrutées. Un sujet majeur qui a pris de l'ampleur est la relation entre la réponse de l'Union européenne à l'Ukraine et le paysage économique mondial plus large. Trop longtemps, cette conversation a été noyée par des postures politiques et des transactions économiques, mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà des analyses superficielles. L'UE, avec son engagement inégalé pour l'unité, la démocratie et les droits humains, se trouve à un moment critique. L'accord entre les États membres de l'UE en soutien à l'Ukraine ne doit pas seulement être perçu comme une déclaration politique, mais comme une obligation économique et morale. Cet accord ne concerne pas simplement les financements ou les alliances stratégiques, il est une démonstration de la capacité de l'Europe à agir de manière décisive face à l'oppression. Mais cette conversation ne se limite pas à l'UE. Les États-Unis, sous différentes administrations, ont joué un rôle central dans la formation du paysage économique mondial. Les tarifs proposés par l'ancien président Donald Trump, souvent controversés, ont créé un effet de ripple qui a impacté les nations du monde entier. Ces tarifs, bien qu'initialement conçus pour contester les déséquilibres commerciaux, ont également établi un dangereux précédent. Les tarifs de Trump ont imposé un lourd fardeau aux nations européennes,
notamment dans les secteurs les plus vulnérables. Face à cela, comment l'Europe peut-elle maintenir son soutien stratégique à l'Ukraine tout en faisant face à ces barrières commerciales imposées par les États-Unis? La réponse réside dans l'équilibre entre les pressions économiques et les objectifs à long terme de sécurité et de coopération internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, depuis le début de l'invasion russe, a fait preuve d'un leadership extraordinaire. Son appel à la solidarité internationale est devenu un cri de ralliement pour la communauté mondiale, mais aussi une demande pour que nous nous levions collectivement face à la situation. Si le président Zelensky doit réussir et si l'Ukraine doit préserver sa souveraineté, le soutien de l'Occident doit être inébranlable. Cela signifie qu'il faut mettre de côté la politique partisane et, en tant que communauté mondiale, reformuler notre approche du soutien économique et diplomatique. En conclusion, alors que nous examinons l'invasion en cours et la nature complexe des accords économiques, je nous invite à réfléchir à une question plus large: quel type d'avenir voulons-nous construire? Un monde où le pouvoir est déterminé par les tarifs et les guerres commerciales? Ou un monde où les alliances stratégiques reposent sur la solidarité, la confiance et la responsabilité partagée de protéger les valeurs démocratiques qui nous sont chères? L'accord de l'UE doit dépasser de simples négociations monétaires. Nous devons donner la priorité à l'Ukraine et, ce faisant, à l'avenir de la démocratie en Europe et dans le monde. Les tarifs, les guerres commerciales et les décisions économiques passées ne doivent pas obscurcir notre vision. Notre engagement envers l'Ukraine, envers la paix et la coopération mondiale, doit nous guider. Je vous remercie. Ce discours, qui s'est déroulé sous un format interactif, a permis à l'auditoire de réfléchir aux choix politiques et économiques cruciaux de l'ère actuelle. Les débats ont ouvert la voie à une discussion sur la manière dont les nations peuvent naviguer entre intérêts économiques et responsabilités internationales. Le reportage vidéo capturera les moments clés de cette intervention, offrant une analyse détaillée des arguments présentés et des réactions de l'auditoire. Ce moment marquant souligne les tensions croissantes entre engagement politique et pression économique mondiale. Troisième chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a convoqué une session législative extraordinaire afin d'aborder une série de sujets controversés, notamment la gestion de la sécurité aux frontières par l'État, la politique éducative et la réforme de la taxe foncière. Cette session est la dernière d'une série de mesures prises par M. Abbott pour faire adopter un programme conservateur malgré les blocages persistants au sein de l'Assemblée législative de l'État. Face à une pression croissante sur l'État concernant sa gestion de la crise migratoire, M. Abbott a placé la sécurité aux frontières au cœur de ses préoccupations, appelant à des mesures qui, selon ses détracteurs, pourraient exacerber les tensions avec les autorités fédérales. Parallèlement, le gouverneur sollicite une action législative pour réformer le système éducatif de l'État, avec des propositions axées sur l'élargissement du choix des écoles et la révision des normes pédagogiques. Par ailleurs, M. Abbott a fait de la réduction de la taxe foncière une priorité, espérant alléger le fardeau financier des propriétaires dans l'un des États connaissant la croissance la plus rapide du pays. Ces mesures interviennent à un moment où l'influence politique d'Abbott est mise à rude épreuve par l'opposition croissante des républicains et des démocrates modérés, qui estiment que la session extraordinaire constitue une offensive partisane plutôt qu'une véritable tentative de répondre aux défis plus vastes de l'État. La session s'annonce controversée, les démocrates critiquant déjà l'approche d'Abbott, la qualifiant de source de division et de déconnecter des besoins des Texans. L'issue de cette session extraordinaire pourrait avoir de profondes répercussions, non seulement sur le paysage politique de l'État, mais aussi sur la course au poste de gouverneur de 2026. La capacité d'Abbott à faire adopter ses propositions pourrait consolider sa position de figure de proue du mouvement conservateur national, mais son incapacité à remporter des victoires législatives significatives pourrait susciter un examen plus approfondi de son leadership. Une centrale nucléaire française a été contrainte d'interrompre temporairement ses activités en raison d'une invasion inattendue de méduses obstruant son système de refroidissement. L'incident survenu à la centrale nucléaire de Paluel, située sur la côte nord du pays, souligne la vulnérabilité croissante des infrastructures critiques aux facteurs environnementaux. Les exploitants de la centrale n'ont pas pu empêcher les méduses de s'infiltrer dans les conduites d'admission, essentiel au refroidissement des réacteurs.
Cette perturbation a suscité des inquiétudes quant à la fréquence croissante de tels événements environnementaux, le changement climatique pouvant exacerber les risques. Les méduses, généralement présentes en grands essais, sont connues pour causer des problèmes similaires aux centrales nucléaires du monde entier, en particulier celles situées près des côtes. Dans ce cas précis, l'obstruction du système de refroidissement a contraint la centrale à réduire temporairement sa production, bien que les autorités aient assuré le public que les protocoles de sécurité étaient respectés et qu'aucune menace immédiate pour la sûreté nucléaire n'était apparue. Cet événement met en lumière les défis auxquels est confrontée l'infrastructure nucléaire vieillissante de la France, qui représente une part importante de la production d'électricité du pays. On pense que cet essaim est lié à la hausse des températures de la mer, qui a créé des conditions favorables à la prolifération des méduses. Les scientifiques préviennent que de tels phénomènes pourraient se multiplier dans les années à venir, le réchauffement climatique continuant d'affecter les écosystèmes marins. Si l'incident de Paluel n'a pas causé de dommages durables, il rappelle brutalement la relation complexe entre changement climatique et production d'énergie. La centrale devrait bientôt reprendre pleinement ses activités, mais cet événement a ravivé les débats sur la résilience des centrales nucléaires aux perturbations environnementales. Et maintenant les nouvelles sportives. L'athlète italien Mattia De Bertollis est décédé tragiquement des suites d'un accident soudain lors des Jeux mondiaux de 2025 en Chine. Âgé de 25 ans, participant à l'épreuve de VTT, il a perdu le contrôle de son vélo lors d'une descente à grande vitesse et a subi des blessures mortelles. Malgré une prise en charge médicale immédiate, De Bertollis a succombé à ses blessures peu après l'accident, provoquant une onde de choc dans la communauté sportive internationale. De Bertollis, talent prometteur du cyclisme de compétition, s'était forgé une réputation de force et de détermination, ayant représenté l'Italie lors de diverses compétitions internationales. Son décès a profondément attristé non seulement ses coéquipiers et sa famille, mais aussi les fans de ce sport qui admiraient son talent et son esprit sportif. Les hommages ont afflué de la part d'autres athlètes et d'organisations cyclistes du monde entier, soulignant son engagement envers l'excellence et son influence positive au sein de la communauté cycliste. L'incident s'est produit sur une section du parcours réputée pour sa difficulté technique et ses risques. Si les organisateurs ont présenté leurs condoléances à la famille De Bertollis, l'enquête sur les causes de l'accident est en cours. Les Jeux mondiaux, qui rassemblent les meilleurs athlètes du monde entier, se sont engagés à revoir leur protocole de sécurité afin d'éviter de telles tragédies à l'avenir. La disparition prématurée de De Bertollis a assombri ce qui aurait dû être un moment de célébration pour les athlètes présents aux Jeux. Sa disparition rappelle brutalement les dangers inhérents au sport à haut risque auxquels les athlètes sont confrontés, même lorsqu'ils repoussent les limites de l'exploit physique. Son héritage sera probablement défini non seulement par ses exploits, mais aussi par l'impact profond qu'il a eu sur le monde du cyclisme et sur ceux qui l'ont connu personnellement. Un scandale majeur a secoué la communauté norvégienne du saut à ski, plusieurs athlètes de haut niveau sont poursuivis pour usage illégal de produits dopants. Ces accusations, qui impliquent certains des sauteurs à ski les plus réputés du pays, remettent en question l'intégrité du sport et sa surveillance au plus haut niveau. Les autorités norvégiennes ont ouvert une enquête après la découverte de substances interdites dans des échantillons prélevés lors de récentes compétitions. Les athlètes, dont l'identité n'a pas été révélée publiquement, sont accusés d'avoir utilisé ces produits pour améliorer leur performance lors d'événements internationaux, notamment en Coupe du Monde et aux Championnats du Monde. Ces révélations ont provoqué une onde de choc en Norvège, pays réputé pour sa domination dans les sports d'hiver. Le saut à ski est depuis longtemps l'une des disciplines les plus prestigieuses du pays, avec des athlètes devenus légendaires. Cependant, le scandale menace de ternir cette réputation, assombrissant l'héritage du sport et remettant en question les résultats des compétitions passées. Alors que l'enquête se poursuit, plusieurs athlètes ont été temporairement suspendus dans l'attente de l'issue des accusations, et les autorités norvégiennes s'engagent à coopérer pleinement avec la Fédération internationale de saut à ski, FI, afin de préserver l'intégrité du sport. Ce scandale survient alors que les allégations de dopage suscitent déjà une préoccupation croissante dans les sports d'hiver, notamment en Europe.
Les conséquences de cette affaire pourraient être considérables, notamment une modification des mesures antidopage et une surveillance accrue des instances dirigeantes du saut à ski. Pour la Norvège, ces accusations constituent un coup dur pour sa fière culture sportive, alors que le pays est aux prises avec les conséquences de l'un des plus importants scandales sportifs de son histoire récente. Une panne de courant majeure a perturbé le déroulement de l'Open de Cincinnati 2025 lundi, forçant les organisateurs à suspendre plusieurs matchs. La panne, qui a duré près de 2 heures, a affecté le stade principal du tournoi et ses environs, plongeant joueurs et supporters dans le noir. La panne s'est produite pendant la séance de l'après-midi, au moment même où les têtes de série s'apprêtaient à entrer sur le court. Pendant que les officiels s'efforçaient de rétablir le courant, les spectateurs attendaient des nouvelles de la reprise des matchs. Cette interruption inattendue a suscité des inquiétudes quant à la fiabilité des infrastructures de l'événement, certains supporters exprimant leur frustration face à l'absence de communication immédiate. Les joueurs, eux aussi, ont été laissés dans l'incertitude, ne sachant pas si le retard affecterait leur emploi du temps. Pour certains, l'interruption a perturbé leur rythme, entraînant une série de matchs reprogrammés plus tard dans la journée. L'Open de Cincinnati, tournoi préparatoire important à l'US Open, attire généralement un plateau de joueurs de haut niveau, et les organisateurs ont tenu à minimiser l'impact sur la compétition. Cependant, la panne de courant a également mis en lumière les défis liés à l'organisation d'événements de grande envergure, notamment lorsqu'ils dépendent de systèmes électriques complexes et de conditions météorologiques qui peuvent parfois entraîner des problèmes imprévus. Le courant a finalement été rétabli et le jeu a repris, mais cet incident a rappelé que même les tournois les mieux organisés sont sujets aux imprévus. À quelques semaines de l'US Open, l'Open de Cincinnati s'efforcera désormais d'éviter toute perturbation future, afin que tous les participants et spectateurs puissent profiter pleinement de la compétition. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui. Ici Mathieu Augustin, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Maria Sarkozy. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.